Alors je rajoute deux types à notre troisième type, liberté formelle et liberté réelle. Alors les libertés formelles telles qu'elles sont développées, pensées par les libéraux, portent sur les libertés dites négatives par rapport aux marxistes. Les libertés individuelles, les libertés formelles portent sur la liberté de conscience, la liberté spirituelle, la liberté de déplacement, la liberté de différence même. Alors que les marxistes, ils avaient critiqué en disant que ces libertés n'assurent absolument rien, matériellement, socialement, qui est l'impact social de ces libertés sur la classe ouvrière. Parce que les marxistes, ils avaient une autre solution de rechange. En préconisant, en institutionnalisant dans leurs droits soviétiques, chinois, bulgares, polonais de l'époque, c'est-à-dire le club de Varsovie, ils avaient introduit certains droits qu'ils qualifient de positifs, qu'ils qualifient de réels. Le droit au logement, le droit à l'enseignement, le droit au travail. Donc ce sont des droits sociaux qui viennent, évidemment, même le monde libéral s'est inspiré de ces droits en les introduisant parce que l'école économique de l'époque était favorable à partir des années 30, lorsqu'il avait fondé pour la première fois dans l'histoire économique et politique l'État-providence, c'est-à-dire axé sur la bonne redistribution de richesses, et que l'État devenait désormais un véritable redistributeur de la richesse, c'est-à-dire que il perçoit l'impôt qu'il redistribue en revenus. Donc c'est déjà l'occasion, parce que c'était aussi l'occasion pour l'État de créer ses services publics pour pouvoir assurer la redistribution. Donc ces structures anciennes, c'était gendarmique, donc il est là pour assurer de l'ordre. Lorsqu'il avait au XVIe siècle, nous avons fondé l'État, mais avec une dimension gardienne, une dimension gendarmique. Mais il faut attendre l'avènement d'un État-providence, et là où le service public est bien ressenti, et on avait crié pour la première fois de l'histoire à ces services publics, chemin de fer, les autres services publics, établissements à vocation administrative, établissements à vocation industrielle et commerciale, pour pouvoir aider l'État pour assurer ses libertés dites réelles. Le droit au travail, le droit à l'éducation financée par l'État, le droit à la santé financé par l'État. Donc, ce sont droits réels, ça devient surtout comme ceux de la France. La France, elle est devenue depuis cette époque un État-providence par excellence. C'est la fondation, comme c'était chez les Allemands, qu'ils avaient fondé depuis Bismarck, un État social pour permettre de concrétiser ces droits dits réels d'être. Alors vous avez aussi des libertés, en général, depuis la création de l'État, toutes les libertés étaient relatives, ou ils sont encore relatives, il n'y a pas de liberté absolue. Mais il y a une typologie de ces libertés. Alors moi, la quatrième typologie, c'est une idée que constitue le prolongement de la liberté autonomie et de la liberté participation, parce que les libertés absolues, c'était des libertés traditionnelles, libertés très anciennes qui nous évoquent l'héritage ancien où les hommes vivaient sans État à l'époque. Donc, où les hommes disposaient de la latitude d'en user des libertés. Mais les libertés modernes aujourd'hui sont relatives, où l'exercice il est conditionné. Toutes les libertés aujourd'hui sont relatives. Ils sont relatifs parce qu'ils sont conditionnés. Mais pourquoi ils sont conditionnés? Parce que nous avons assisté au recul du droit naturel
par la limitation de l'usage des droits et libertés. Et même aujourd'hui, cette limitation constitue l'idée centrale de la doctrine juridique. Elle est une raison à partir de laquelle, quand je parle de la limitation, cette limitation est une raison à partir de laquelle la jurisprudence a construit la théorie de l'abus du droit. Par exemple, le droit de la propriété. Le droit de la propriété, les fondateurs du libéralisme considèrent la propriété comme sacrée. Et par conséquent, elle est absolue. Et c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Du citoyen, la Déclaration du citoyen, des droits de l'homme. Cette déclaration conférait à la propriété un caractère sacré. Mais la crise économique, les fondements de la bourse, l'avènement d'une théorie économique qui va prendre la relève de la théorie de Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, par les classiques. Donc c'est une contestation de l'orientation économique qui a débouché sur la catastrophe, et puis c'était le moyen qui va permettre à l'État d'être interventionniste, et par l'intervention, c'est-à-dire la limitation. Et l'État a commencé à limiter les libertés absolues, le laisser faire, le laisser passer, tel qu'il est prôné par les libéraux, commence à avoir des limitations. Et cette limitation, cet esprit keynésien interventionniste, consacré dans les constitutions ultérieures. Par exemple, en France, on commence à limiter toutes les libertés devenaient relatives par la Constitution de 1946. En Italie, la Constitution de 1945 limitait les libertés. En Allemagne, la Constitution de 1949 limitait la liberté. Alors, liberté, comme je répète, pour des considérations économiques, sociales, inhérentes à l'intérêt pour la sauvegarde de l'intérêt général, et l'intérêt général, il prime sur l'appropriation privée. Donc, c'est la première fois qu'on assiste au primat de l'intérêt qui limite, était un moyen pour permettre la limitation. Moi, je dis aussi, ce n'est pas uniquement au niveau de la propriété, parce que même la liberté de l'esprit est limitée, c'est-à-dire pour des considérations d'abord idéologiques, commence à limiter cette liberté, donc sous l'influence de l'idéologie marxiste-léniniste, et parce qu'on considère qu'une limitation de l'esprit, ça rentre dans l'assise de la vie sociale du clan Varsovie. Il y a aussi une limitation de peur aujourd'hui du terrorisme qui nous a dérangés depuis une vingtaine d'années. Donc il faut utiliser les moyens et méthodes susceptibles d'endiguer, d'éradiquer toute forme jugée terroriste, exercée au nom de la religion, religion de la liberté de l'esprit. Donc il y a aussi justement qui a donné à cette limitation un coup de fouet à un certain nombre de conventions internationales, de traités, et c'est inscrit dans les différents droits pénaux, qui évidemment restreint cet exercice, cette conception religieuse chez les uns par rapport aux autres. Alors, dans notre chapitre 2, comment s'est formée la liberté publique, ou comment se sont formées les libertés publiques? Alors, la formation de la liberté publique ne se limite pas à la pensée politique. Vous avez la contribution religieuse aussi. La pensée judéo-chrétienne, parce que chez les chrétiens, il y a une innovation qui fait foi, qui fait force à l'époque, et qui reposait sur deux idées essentielles. La reconnaissance
de la valeur intérieure de l'homme, la limitation du pouvoir. La religion défend la dignité humaine. Il défend la vie privée. Il nous protège contre l'ingérence dite autoritaire du pouvoir. L'islam aussi, scrupuleusement, il a défini, ou les libertés sont scrupuleusement définies par la religion. Et les fuqaha, ou les docteurs de l'islam, ils avaient divisé un peu pour nous interpréter et voir quelle est l'importance donnée par l'islam à la liberté. Vous avez des droits qui sont inhérents à Dieu et vous avez des droits qui sont rattachés aux individus. Alors les musulmans, ils devront observer les intérêts de la communauté, de la Ummah, et l'État sanctionne toute violation qui porte atteinte aux intérêts de la Ummah. Donc vous avez, en plus d'un certain nombre de droits privés, droits laissés à l'initiative des personnes, notamment le droit à la sécurité, le droit à la réputation, le droit réel, le droit contractuel, donc le droit de la famille, le droit des pauvres aux aliments, le droit de succession. Donc vous avez un certain nombre de droits. Et en plus de l'apport religieux, vous avez l'apport idéologique. Quand je parle des libertés collectives, c'est finalement l'apanage des idées marxistes-léninistes. Donc chaque forme de gouvernement, chaque forme de pouvoir, il a ses propres règles juridiques qu'il consacre, soit qu'il s'inspire du libéralisme, du marxisme. Il n'y a pas que, vous savez, à travers dans le processus international, nous avons vécu beaucoup de formes de pensée, beaucoup de formes d'idéologie, notamment qui ne se limitent pas au libéralisme, au marxisme. Vous avez, en Europe, il avait connu ce qui est paradoxal, l'Europe occidentale, il avait connu le totalitarisme, encore plus pire que le marxisme. C'est-à-dire, vous avez une espèce de personnification du pouvoir et où la personne est l'incarnation de l'État. Je parle du régime allemand, à l'époque du nazisme, vous avez le régime italien fasciste à l'époque, donc vous avez le régime stalinien, qui est un régime totalitaire. Et comment, justement, vous avez un sérieux travail qui fut développé par Arendt, qui fait partie de l'école de Francfort, qu'il avait l'implication du pouvoir totalitaire sur les libertés. Donc l'ouvrage, il est d'une extrême importance, vous pouvez un peu le consulter. C'est qu'est-ce que la politique d'Arendt, Hannah Arendt. Il nous a expliqué comment peut-on réussir des libertés. Il y a une négation des libertés parce que le totalitarisme, il est négateur des droits de l'homme, il est négateur de la liberté. Nous avons aussi une thèse dite de tiers-mondisme. Les tiers-mondistes, ceux qui défendent la thèse du développement, du pays en voie de développement. Et le développement, il est prioritaire même au développement politique. Donc, il faut d'abord qu'on s'enrichisse d'abord. Il faut qu'il y ait une richesse. Il faut qu'on équilibre notre balance de paiement. Il faut qu'on soit contre BNP un peu augmente. Il faut que notre taux de croissance augmente. Il faut. Alors, tout cela devrait même se faire, même au détriment des libertés politiques, des libertés. Donc, c'est le tiers-mondisme. C'est, moi, je le considère comme une espèce de relégation des libertés à l'arrière-plan, c'est-à-dire que on s'en fiche carrément. Alors, justement, dans toutes ces formes libérales, totalitaires, tiers-mondistes, marxistes-léninistes, quelle est la forme que le Maroc a adoptée depuis son indépendance? Et même avant de son indépendance, parce que le Maroc, vous le savez, vous allez voir l'histoire des relations internationales du Maroc. Nous avons 3 conventions internationales qui sont d'une grande importance et qui ont consacré l'ouverture du Maroc. C'est très important. Le Maroc vivait l'autarcie tribale un certain temps, mais quant à l'État, le sens barzanien du terme,
il avait ouvert ses portes. 1880, c'est la Convention de Madrid. 1906, la Convention de Jaziras. Et puis, 1908, c'est une des parenthèses les plus, qui ambitionne un peu les projets institutionnels du Maroc. C'est la constitution, la première constitution de 1908, qui est une constitution, je dirais, établie par Moulay Abdelaziz, où on a consacré reconnu un certain nombre de livres. Il faut ajouter à cela le protectorat de 1912. Alors, 1912, suivi d'un certain nombre de textes, quoique il est difficile de parler, comme je vous ai dit, il n'y a pas de liberté quand on est colonisé, mais quand même, il y a un mécanisme qui est encouragé en faveur de la classe ouvrière au niveau du ski social, ce qui n'est pas politique, au niveau des prestations de travail, au niveau du travail, au niveau de la valorisation du salaire, au niveau de la limitation des heures de travail. Donc il y a déjà, je parle en l'occurrence du Daïr 1926, du 32, depuis l'avènement du Front populaire, du socialiste au pouvoir, en même temps que la France, que les autres États se misent à la métropole française. Donc il y a des législations novatrices en matière de travail. Alors pendant l'indépendance, vous avez la Charte royale de 1958, puis la liberté publique fondée, instituée au mois de novembre 1958, formant le Code de liberté publique. Alors au niveau international aussi, c'est une source fondamentale, déterminante, dans la croissance des libertés et droits de l'homme dans notre pays et dans tous les pays du monde. La Charte internationale des droits de l'homme, la Déclaration universelle, établie par l'ONU, et qui est destinée à tous les États, dont le contenu qui fait partie, un rappel à toute la pensée que nous avons vérifiée lors des deux séquences, le droit de déplacement, le droit d'expression, le droit à l'exercice de religion, des cultes, etc. Et puis, dans ce sillage, on a rajouté quelques droits économiques, culturels, matériels, qui est considéré comme indivisible. Donc, la déclaration, évidemment, malheureusement, n'a pas de force de loi, n'a pas de force juridique obligatoire, mais c'est déjà le début d'un développement. Il faut citer aussi, en plus de cette charte, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. C'est du 16 décembre 1966. Vous avez les deux pactes, droits civils et droits politiques, et droits visant à abolir la peine de mort. Ça, c'est une avancée sérieuse en matière de processus. Mais uniquement, ça ne veut pas dire que le processus est universaliste, il est mondial, mais au niveau de chaque région, au niveau de chaque continental, vous avez aussi une poussée à commencer à assister à l'émergence des droits régionaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde de la liberté, qui est signée par les États, par les signataires, par les États européens, le 4 novembre 1950, mise en vigueur en 1953. Vous avez la Charte sociale européenne d'octobre 1961, et aussi ce qui a un peu donné un élan aux droits de l'homme, c'est la conférence d'Helsinki, le renforcement de la détente internationale. Donc, on passe d'une phase de système de bipolaire en plan international à un système bipolaire, occidental. C'est une occasion encore de donner notre élan, de tirer un peu les choses vers l'avant en ce qui concerne le droit de l'homme et les libertés publiques. Et je vous remercie.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.